Bonjour, c'est Louis d'Énergie, bienvenue dans Brillant en Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout pour emboucher un coin à tous vos potes pendant votre prochaine soirée. Aujourd'hui, je vous invite à faire un grand voyage dans l'univers unique de l'opéra. L'art lyrique, franchement, c'est quand même une expérience totale. Ça mêle tellement d'émotions, le drame, la passion, les vibrations, et puis on va pas se mentir, les larmes aussi. Parce que ça fait pleurer l'opéra. Mais alors la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi l'opéra fait-il pleurer ? D'après l'immense écrivain allemand Thomas Mann, les chants qui caractérisent l'opéra émeuvent jusqu'au fond de l'âme l'auditeur solitaire et nocturne, tant à cause de la situation que de l'expression musicale. C'est pas rien quand même. Mais rembobinons de plusieurs siècles. L'opéra, cette œuvre théâtrale mythique, existe depuis la Renaissance italienne au XVIe siècle. À ce moment-là, un groupe de poètes, de musiciens et d'intellectuels complètement fous de l'Antiquité grecque décide de créer une fusion entre la musique, le théâtre et le drame lyrique. Ils étaient ambitieux à l'époque. Et le résultat, c'est l'opéra, un nouveau genre artistique qui fait ses grands débuts avec Daphne de Jacopo Peri en 1598. Hyper rapidement, l'opéra devient populaire et des compositeurs capés comme Claudio Monteverdi introduisent petit à petit des éléments dramatiques plus complexes. Ensuite, au XVIIe siècle, l'opéra se répand un petit peu partout en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Chez nous, par exemple, c'est Jean-Baptiste Lully, le grand pote de Louis XIV, qui plonge dans cette nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle l'époque baroque, avec par exemple Dido et Aîné de Henri Purcell, qui cartonne littéralement. Ensuite, au XVIIIe, c'est le temps un peu du classicisme, et celui qui remporte la palme, c'est clairement Mozart, avec des œuvres complètement emblématiques, genre Don Giovanni ou Les Noces de Figaro. Au XIXe siècle, c'est le début de l'époque romantique avec Verdi ou Wagner par exemple, qui apportent encore un truc en plus dans l'expression. Je pense notamment à la Traviata ou à la Valkyrie. Et ça continue encore pendant le XXe siècle. Puccini notamment, qui est hyper moderne avec sa Madame Butterfly. Le point commun de tous ces compositeurs, c'est quand même cette émotion qu'on retrouve dans leurs partitions. Et ça, c'est lié à plein de facteurs différents, parce que l'opéra, je leur dis, c'est vraiment un art qui est complet, un art total. Parlons physique d'abord. On le sait, les ondes sonores ont un effet sur la matière et surtout elles ont un effet sur l'eau. Sachant que le corps il est constitué à 80% de liquide, forcément les vibrations entrent en résonance avec nos tissus. C'est pour ça que la musique, et plus encore l'opéra, ont vraiment un pouvoir sur nos corps. Et c'est vraiment physique. D'ailleurs, même Diderot le dit dans Le Neveu de Rameau. Le plaisir musical, d'après lui, résulte d'un état corporel, d'une résonance, où le corps devient lui-même un instrument de musique. C'est beau, Et chez certains, genre Wagner, on est à la limite de la transe. Parce que dans ces opéras, on se laisse vraiment happer, corps et âme. C'est vraiment quelque chose d'intense, je vous jure. Et puis cet art-là, il exige une concentration et une disponibilité émotionnelle de dingue. Et donc de rester dans un silence hyper concentré, presque religieux. Ensuite, il y a la force dramatique des pièces. Parce que oui, on peut verser une larme parce que la musique est sublime. Et être encore plus touché parce que vivent les personnages dans l'histoire. Et croyez-moi, souvent, c'est tout sauf drôle. Je pense notamment à la mort d'Aïda, par exemple. C'est quand même affreux. Aïda est quand même enterrée vivante dans une tombe. C'est horrible. L'opéra atteint un peu son apogée tragique à ce moment-là, d'ailleurs. Et en fait, on reste cloué sur son siège. Et en fait, cette émotion ultra forte a été théorisée par des Grecs anciens. C'est ce qu'on appelle la catharsis, ou l'épuration des passions humaines grâce aux représentations dramatiques. Ça permet de mettre à distance le trop-plein d'émotions, de se défouler par procuration, et donc de se sentir presque purifié par l'art. C'est un peu une psychothérapie collective dans la salle. Bien sûr, celui qui est quand même au cœur de tout ça dans l'opéra, c'est l'interprète. Du maestro à la cantatrice, c'est quand même lui ou elle, le clou du spectacle. À l'époque baroque, c'était Farinelli et les castrats, ces hommes qu'on stérilise pour qu'ils conservent leur voix d'enfant. La voix des chanteurs et des chanteuses d'opéra a un pouvoir émotif de dingue. Elle touche de manière hyper directe, sans intermédiaire. C'est même plus fort qu'un instrument. Parce que là, on a tous en tête cette voix qui monte et qui nous transperce en fait. Et je rappelle qu'ils ont pas de micro, Non, ces artistes savent vraiment entrer en résonance avec leurs cordes vocales. Et puis ils ont tous une personnalité unique. Pavarotti par exemple, il a ce truc exceptionnel, ce timbre solaire. Placido Domingo aussi, avec la chaleur de sa voix qui est sans limite. Et puis surtout, y a Maria Callas la diva absolue. En fait, ce qui est incroyable avec elle, c'est que c'est pas tellement la beauté de sa voix qui fascine, c'est plutôt le contrôle absolument parfait qu'elle a de sa ligne de chant et puis de ses interprétations dramatiques tellement justes, tellement fortes. À ce niveau-là, franchement, on peut appeler ça une alchimie opératique, je pense que c'est le bon mot. En fait, la voix de Callas, c'était une énigme musicale, une cascade d'émotions captivantes, un élixir qu'aurait pu faire fondre les statues de marbre. On la surnomme la Divina, d'ailleurs, parce qu'en fait, elle réussit vraiment à passer du murmure à la puissance en quelques secondes avec un vibrato délicat et des aigus exceptionnels. Beaucoup de spécialistes disent que ces arias étaient presque des expériences sacrées.
Et côté rôle emblématique, elle a été inoubliable dans la Traviata, évidemment, surtout parce qu'elle a donné en fait à l'héroïne une dimension mais shakespearienne. Mais elle a aussi marqué son temps avec Médéah de Cherubini, avec Norma de Bellini ou encore avec La Tosca de Puccini. Bref, vous l'aurez compris, Maria Callas, c'est la légende intemporelle de l'opéra, y a pas de doute. Mais pour continuer sur les raisons qui font que l'opéra nous fait pleurer, il y a aussi la dimension du visuel. Parce que l'art lyrique, c'est hyper mis en scène, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a du velours, des dorures, des coiffures énormes. Ou alors au contraire, c'est plutôt à la mode maintenant, c'est des scénographies hyper contemporaines qui cassent complètement les codes et qui peuvent justement taper dans le mille. Il y a même des recherches qui ont été menées sur le sujet. Une étude de l'université de Leyde aux Pays-Bas a examiné très précisément les réponses émotionnelles des auditeurs d'opéra. Et sa conclusion, c'est qu'il y a des niveaux élevés d'émotion chez celui qui écoute, qui passe de la tristesse à la joie ou en passant même par l'excitation. Des enquêtes sociologiques ont aussi démontré que certains facteurs socioculturels comme l'éducation musicale influençaient notre appréciation de l'opéra. En gros, je vous la fais courte, mais si on a été élevé dans un milieu plutôt mélomane, si on a été initié à l'opéra étant petit, il y a plus de chances qu'on y soit sensible à l'âge adulte. C'est sûr que ceux qui ont des connaissances un peu plus approfondies arrivent mieux à apprécier la complexité de la musique d'opéra un petit peu plus tard. Mais ça veut pas dire que c'est inaccessible pour les autres, et en fait, c'est surtout une question de personnalité. Il y a ceux qui sont attirés hyper naturellement par ces spectacles musicaux, vivants, et puis ceux qui trouvent ça franchement un peu barbant. Et d'ailleurs, c'est quand même dommage, mais selon un sondage Harris Interactive, seulement 16% des personnes interrogées disent assister au moins une fois par an à un concert de musique classique ou à un opéra en France. 33% pour d'autres types de musique et 27% pour des pièces de théâtre. Et ouais, l'opéra c'est souvent vu comme un art élitiste et ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà le prix quand même, c'est minimum 50 € la place. Et puis le côté assez intimidant des lieux, on a l'impression qu'il faut vraiment être sur son 31 pour aller à l'opéra, qu'il faut être en costume, en smoking même, et ça peut être un peu effrayant pour certains. D'ailleurs récemment, la cantatrice franco-suisse Marina Viotti a dit que l'opéra était un art en péril parce que justement les gens avaient peur d'y aller en fait. Alors que pour elle c'est vraiment la réunion entre tous les arts, le côté chant, le côté acteur, les costumes, les décors. Donc moi je vous le dis, si vous avez peur d'aller à l'opéra, notamment pour la tenue, allez-y, foncez parce que l'opéra, c'est peut-être un musée, mais un musée vibrant de chair et de sang. Ça intimide un peu, ça, on va pas se mentir, mais franchement, ça vaut la peine. Il y a vraiment une magie, un truc qui fait que cette musique, nous transcende. Et la prochaine fois, d'ailleurs, vous pourrez penser à ce podcast. Vous allez comprendre, du coup, pourquoi votre corps vibre. Vous penserez à ce 80% de liquide en vous. Et puis ça captive l'âme. Donc parfois, oui, ça fait du bien. Et même, ça fait pleurer. Aller à l'opéra, ça fait du bien. Et merci d'avoir écouté Brillant Société. Ça aussi, ça fait du bien. Cet épisode a été écrit par Daphné Bretonbach. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Brillant Société. C'était Louis. Merci à tous.